abandonnée près de Philadelphie. C'est une tragédie pour une famille. Et c'est la terreur dans la population. Une jeune femme est morte et le meurtrier est introuvable. Le meurtrier a toutefois laissé des traces de son passage derrière lui. Au sud de Chicago, on est confronté à un autre mystère. Un jeune garçon a disparu. Les recherches sont difficiles et les indices trouvés sont déchirants. Les enquêteurs font l'impossible pour retrouver l'enfant et son ravisseur. Plus les victimes sont jeunes, plus les crimes font mal. Et c'est encore pire quand les meurtriers sont des récidivistes. Les autorités n'en sont alors que plus décidées à résoudre ces crimes et à mettre un terme à la carrière de ces récidivistes qui se lancent dans des équipées meurtrières. Vers 2 h du matin, le 20 juin 1996, un ambulancier qui n'était pas de service aperçut une voiture abandonnée sur la route. Elle était garée dans une voie de sortie de l'autoroute 476 direction ouest, en sortant de Philadelphie. Le moteur tournait et les phares, de même que la radio, étaient toujours allumés. Mais il n'y avait personne à bord. L'homme appela le service d'urgence. Après avoir noté l'information, le répartiteur dépêcha des patrouilleurs sur les lieux. Une fois avisé de la découverte, le lieutenant Lenny Bandy de la police d'État se dirigea vers la sortie de l'autoroute. Quand on a trouvé cette voiture, la portière du côté du conducteur était ouverte. Les phares étaient allumés, on entendait la radio et le moteur tournait. Cela m'est apparu très étrange. On semblait être en présence d'un crime. L'équipe du service judiciaire de la police d'État, dirigée par le caporal Alan Stewart, arriva sur la scène. Il y avait du sang devant le véhicule. Il était impératif de commencer notre travail le plus vite possible. On trouva un démonte-pneus devant la voiture. À côté, il y avait une petite mare de ce qui ressemblait à du sang. C'était plus qu'une voiture abandonnée. Je croyais qu'il s'agissait d'un cas de personne disparue. Les circonstances étaient suspectes avec ce démonte-pneus et le sang devant la voiture, de même que l'apparente précipitation du conducteur à quitter les lieux. On a recueilli du sang avec un coton-tige et on l'a envoyé au labo pour analyse génétique. Les experts firent attention de ne détruire aucun indice. Ils trouvèrent un sac à dos qui semblait appartenir à un étudiant. Mais il ne contenait aucune pièce d'identité. La voiture était enregistrée au nom d'une femme de Brookhaven, en Pennsylvanie. Les enquêteurs apprirent alors que c'était Amy, sa fille de 22 ans, qui conduisait la voiture ce soir-là. Pendant que les patrouilleurs parlaient aux parents d'Amy, on poursuivait les recherches sur la scène du crime. Un des patrouilleurs avait vu un slip de femme et des chaussures à flanc de coteau. Il est allé les chercher. Plus tard, la mère d'Amy confirma qu'il s'agissait bien des chaussures de sa fille. Cela ressemblait de plus en plus à un enlèvement. Près des vêtements, les patrouilleurs aperçurent des traces de pneus très nettes qu'ils photographièrent. Après avoir pris des photos, on a fait un moulage de ces empreintes de pneus. Le résultat obtenu fut envoyé au labo. Les parents d'Amy étaient fous d'inquiétude car ils connaissaient de près le monde du crime. Son père était agent de police et sa mère était infirmière aux urgences. On voulait faire tout ce qu'il fallait pour ramener cette jeune fille chez elle, saine et sauve. Ils étaient partis à l'extérieur de la ville quelques jours plus tôt et n'avaient pas vu leur fille depuis. Ils savaient toutefois que ce soir-là, Amy devait sortir avec des amis.
ils fournirent une description de leur fille de 22 ans, notamment le tatouage qu'elle avait à la cheville. On lança un avis de recherche et la presse de Philadelphie s'empara de l'affaire. Dès le lendemain matin, les amis de la jeune fille qui était sortie avec elle la veille au soir se manifestèrent. On essayait de reconstituer les déplacements d'Amy à partir du moment où on l'avait vue pour la dernière fois jusqu'à celui où on avait trouvé sa voiture. Tous les amis du collège d'Amy avaient la même version des faits. Il s'agissait d'une simple réunion entre amis. Après avoir bavardé pendant quelques heures, Amy avait quitté le bar seule, vers 1h30 du matin. Personne n'avait eu de ses nouvelles depuis. Au service d'enquête criminelle de Delaware County, le sergent détective Greg Seltzer et le détective Charles List furent ébranlés d'apprendre que la fille de leur collègue avait disparu. Je connais Paul depuis des années, je connais bien la mère d'Amy, et on voulait faire tout ce qu'il nous était possible de faire. Le sergent détective Seltzer contacta son supérieur qui les assigna aussitôt à cette enquête. Je suis allé voir mon capitaine, le chef des enquêteurs du comté, et je lui ai dit que la fille d'un de nos agents avait disparu. Pendant que des équipes cherchaient Amy, une escouade spéciale se réunit au quartier général pour planifier des recherches exhaustives. On s'est servi de nos connaissances en victimologie. On voulait tout savoir d'Amy et de ses comportements. On a appris que cette jeune femme menait une vie normale. Amy Willard était une athlète respectée à l'université George Mason. C'était aussi une étudiante responsable qui suivait des cours d'été. Elle n'avait aucune activité douteuse ni relation avec des personnes dangereuses. À 17h, 15h s'étaient écoulées et l'on n'avait toujours pas eu de nouvelles de la jeune femme. Pendant notre réunion, on a reçu un appel du service de police de Philadelphie. Nous apprenons qu'on avait trouvé un corps qui correspondait à la description d'Amy. Des enfants avaient découvert un corps nu au cours de l'après-midi dans un secteur isolé du nord de Philadelphie. C'était situé à 40 km de la voiture d'Amy. Il n'y avait aucun sac à main ni vêtements près du corps, mais tous savaient de qui il s'agissait. Les caractéristiques physiques, la taille, la grandeur et le poids, tout correspondait à la description qu'on avait d'Amy. Et plus particulièrement, le tatouage sur la cheville de la victime, qui était identique au tatouage d'Amy. Retrouver Amy dans ces conditions fut difficile pour tous ceux qui participaient à l'enquête. Avant l'autopsie de la victime, les parents d'Amy confirmèrent qu'il s'agissait bien de leur fille. Le médecin légiste conclut que la jeune femme était morte de plusieurs coups infligés avec un objet contondant à la tête et au corps. C'était une attaque brutale. Pendant l'autopsie à laquelle on assistait, on a remarqué une série de marques sur son côté droit. Cela avait la forme de carreaux avec un X au centre. Ces marques étaient des brûlures qu'on lui avait infligées. Ces blessures étaient si particulières que les enquêteurs croyaient que s'ils trouvaient l'instrument qui avait servi à les infliger, ils connaîtraient par le fait même l'identité du meurtrier. Le médecin légiste constata que la victime avait été violée et il recueillit du sperme. L'échantillon fut envoyé au labo pour analyse avec un échantillon du sang de la victime. Au laboratoire judiciaire régional de la police de Pennsylvanie à Lima, les experts conclurent que le sang trouvé près de la voiture était celui d'Amy Willard. On analysa également le liquide séminal recueilli sur la victime. Par une technique appelée réaction en chaîne de la polymérase, les experts purent créer des millions de copies d'un brin d'ADN afin qu'il soit assez gros pour être déchiffré. Ils purent ainsi dresser le profil génétique d'un assaillant possible. Malheureusement, ce profil ne figurait pas dans la base de données des codes génétiques des criminels.
C'était malgré tout un indice de première importance, selon l'assistant du procureur de district Dan McDavid. On disposait du profil génétique du meurtrier, mais on ne connaissait pas son nom. Les enquêteurs croyaient avoir découvert l'empreinte des pneus de la voiture du meurtrier. Le lieutenant Dennis Luce, commandant du service de soutien technique et de l'entraînement au labo, examina le moulage de l'empreinte. Les moulages du pneu qu'on a examinés comportaient 4 sillons et 5 saillies. Quand on a examiné notre base de données, on a cherché tous les modèles de pneus qui partageaient ces caractéristiques. On a déterminé qu'il s'agissait d'un pneu Firestone de modèle FR 440. Même s'il s'agissait d'un modèle de pneu courant, il permettrait de confirmer qu'on était ou non en présence d'un suspect. Les enquêteurs analysèrent les traces de brûlure sur le corps de la victime. Si on pouvait trouver ce qui avait causé ces marques, on pourrait découvrir l'identité du meurtrier. Lors de l'examen des traces de brûlure, un pathologiste tenta d'abord d'établir la forme et la dimension de l'instrument qui avait provoqué ces blessures. Même s'il n'a pas pu nous dire de quoi il s'agissait, il a fait un croquis de ce à quoi l'objet devait ressembler. L'équipe d'enquête disposait de nombreux indices, les marques de brûlure, les traces de pneus et le profil génétique du meurtrier. Mais bien qu'on ait suivi toutes les pistes, on ne trouva rien de concluant. Plusieurs mois s'écoulèrent. Les policiers étaient de plus en plus déçus. Le détective Charles List et le sergent-détective Greg Seltzer ignoraient encore pourquoi Amy avait rangé sa voiture au bord de la route. Puis, tard le soir du 29 mai 1997, près d'un an après la mort d'Amy Willard, l'étudiante en soins infirmiers Patty Jordan, de 19 ans, quitta une boîte de nuit de Philadelphie et prit la route pour rentrer chez elle. J'ai alors remarqué une auto qui venait rapidement derrière moi, les phares allumés. J'ai changé de voie et le conducteur a fait la même chose. J'ai encore changé de voie et il m'a suivi. J'ai accéléré et il m'a imité, puis j'ai ralenti et il a fait la même chose. Patty était la fille d'un policier de Philadelphie. Elle savait qu'elle devait tenter de rejoindre rapidement son père. Je me suis dit que j'allais me rendre au poste de police numéro 2. C'est le poste à côté de chez moi. Je me stationnerai à cet endroit et j'appellerai mon père. Après être sortie de l'autoroute, elle s'arrêta à un feu rouge. Il est alors arrivé derrière moi. Je pouvais le voir. Je pouvais voir les phares de sa voiture. Je me suis dit, mais il va me foncer dessus, et c'est ce qui est arrivé. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'arrêtait pas de faire signe de me ranger. J'étais en colère et j'étais terrorisée. Mais Patty Jordan ne rangerait pas sa voiture. J'ai alors mémorisé le numéro de plaque pour le donner à mon père. L'homme finit par partir, mais pas avant que Patty n'ait eu le temps de mémoriser son numéro de plaque. Je me le répétais sans cesse, et dès que je suis rentrée à la maison, j'ai couru à la cuisine où je l'ai noté. Le sergent James Jordan est le père de Patty. Le meurtre d'Amy Willard avait défrayé la manchette. J'ai entré le numéro de la plaque dans la base de données criminelle et découvert que la voiture appartenait à Arthur Beaumar. Il était propriétaire d'une Ford Escort. Patty, elle, croyait que c'était une Honda. Le sergent Jordan découvrit que Beaumar avait été reconnu coupable de meurtre et qu'il était recherché au Nevada pour violation des conditions de sa libération conditionnelle. Plus je pensais à ce qui était arrivé à ma fille, et plus j'étais convaincu que je devais appeler la police de Delaware County. Le sergent détective Seltzer et son collègue Charles List ont parlé avec ma fille. Je ne pourrai jamais oublier l'expression sur leur visage quand Patty leur a raconté ce qui lui était arrivé. La description faite par Patty de l'homme qui fonçait sur sa voiture correspondait à celle de Beaumar. Même si la plaque d'immatriculation était celle d'une Ford Escort, Patty était persuadé que la voiture du suspect était une Honda de couleur foncée. Il pouvait avoir échangé les plaques d'immatriculation. C'était la piste la plus prometteuse jusque-là. Dans toute cette affaire, nous n'avions rien trouvé. Je ne peux vous dire ce que ce moment a représenté pour nous quand on a su qu'elle avait noté ce numéro de plaque d'immatriculation et nous l'a donné. On ne voulait maintenant qu'une chose, parler avec Beaumar. Les policiers ne trouvèrent pas le détenu en liberté conditionnelle tout de suite.
Mais après des recherches aussi pénibles que longues, ils furent surpris de voir à quel point l'enquête progressait rapidement. Ça faisait 1 an qu'on remontait toutes les pistes. Arthur Beaumar est alors arrivé dans le portrait. En moins de 3 jours, on est parvenu à le mettre en détention préventive. Le sergent détective Seltzer et son collègue, le détective List, interrogèrent Beaumar au poste de police de Lower Marion, où il était détenu suite à des accusations de cambriolage. Il déclara ne rien savoir du meurtre d'Amy Willard. Il n'était même jamais allé au nord de Philadelphie où l'on avait trouvé le corps. Il reconnut toutefois qu'il était allé au bar où Amy se trouvait le soir de sa mort, mais ajouta qu'il n'y était pas ce soir-là. Il participait à une fête d'anniversaire. En parlant aux membres de sa famille, on a découvert qu'il nous avait menti et qu'il n'avait jamais assisté à cette fête. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les experts prélevèrent des échantillons de tissu dans la joue de Beaumar pour comparer son ADN à celui recueilli sur la victime. On devrait attendre quelques jours avant que le labo n'ait le temps de terminer les analyses. Les policiers fouillèrent le secteur où Beaumar avait été arrêté pour cambriolage. Ils trouvèrent alors une voiture portant le même numéro de plaque que celui que Patty Jordan avait donné à son père. Ce numéro correspondait à une Ford Escort, et pourtant la plaque était sur une Honda noire, exactement comme Patty l'avait dit. Plus tard, les techniciens ne trouvèrent aucun indice qui aurait permis de soutenir que la Honda était reliée à l'affaire Amy Willard. Ils devaient trouver la Ford Escort. La pression exercée sur les policiers était de plus en plus forte, mais le mystère n'était toujours pas résolu. On n'avait pas retrouvé la voiture ni expliqué la présence des brûlures sur le corps de la victime, et l'on n'avait pas encore comparé l'ADN du suspect. Après une année de recherche, les enquêteurs de Delaware County espéraient enfin clore cette affaire et rendre justice à la jeune victime de ce meurtre. Près de Philadelphie, la jeune Amy Willard, âgée de 22 ans, avait été enlevée, violée et tuée. Sur son corps abandonné, les experts avaient relevé des traces de brûlures particulières. 1 an plus tard, les enquêteurs de Pennsylvanie détenaient un suspect. Arthur Beaumar nia avoir joué un rôle dans la mort d'Amy et affirma qu'il n'était pas au bar le soir où on l'y avait vu pour la dernière fois. Les détectives retracèrent la petite amie de Beaumar qui leur donna une toute autre version. Elle le craignait et se cachait de lui. Beaumar lui avait confié qu'il était bien allé au bar en question le soir du meurtre. Il lui avait également avoué qu'il avait vu Amy Willard quitter les lieux et l'avait suivie. Il l'avait ensuite forcée à se ranger. La petite amie ignorait toutefois comment il s'y était pris. Beaumar avait frappé Amy pour lui faire perdre conscience. Il l'avait ensuite conduite au nord de Philadelphie où il l'avait violée et tuée. Selon la petite amie de Beaumar, celui-ci conduisait une Ford Escort ce soir-là. Cette déposition fournit une importante percée aux enquêteurs, mais ceux-ci devraient trouver des preuves solides pour étayer ces déclarations. Le détective Charles List de Delaware County ainsi que le sergent détective Greg Seltzer croyaient que la Ford Escort scellerait le destin de Beaumar. Son véhicule était très important parce qu'à un certain moment, Amy s'était trouvée à bord. On a découvert par la compagnie d'assurance que la voiture avait été accidentée peu de temps après son enlèvement. Les détectives apprirent que la voiture avait été remorquée sur le terrain d'une entreprise de ferraille. On a obtenu un mandat. On espérait trouver des traces de sang, des cheveux ou des fibres qui relieraient Amy Willard à Arthur Beaumar. Quand la dépanneuse souleva la voiture, les enquêteurs furent abasourdis. Il y avait un motif qui leur était familier sur le carter d'huile. Il s'agissait, selon toute vraisemblance, de l'objet à la source des brûlures particulières sur le corps d'Amy. Au garage de la police, le service judiciaire examina la voiture. Sur la portière du côté passager, on trouva ce qui ressemblait à du sang séché. Les experts enlevèrent le carter pour le comparer aux photos des brûlures sur le corps de la victime. Ils prirent
également les pneus de la voiture pour voir s'ils étaient identiques aux traces de pneus de la scène de l'enlèvement. Le caporal Alan Stewart faisait partie de l'équipe d'experts judiciaires. On a envoyé le carter d'huile à un expert et il nous a confirmé que le motif sur le corps d'Amy correspondait bien à ce bac à huile. De son côté, le lieutenant Dennis Lowes compara le moulage de la trace de pneus sur la scène du crime à l'empreinte des pneus Firestone FR 440 de la voiture de Beaumar. En comparant les traces de pneus du crime à celles de la voiture du suspect, on a pu déterminer qu'ils présentaient les mêmes marques d'usure. I finished looking at that tire track that you sent in, that tire you sent in. It's consistent with the track from the crime scene. La sérologiste Cecilia Cassiola examina la portière de l'auto et y trouva le sang d'Amy Willard. Le fait que l'on trouve le sang de la victime dans la voiture du suspect démontrait qu'elle s'était bel et bien trouvée à bord. Mais la preuve la plus concluante provenait des analyses génétiques. L'ADN était le même. Voici l'assistant du procureur Dan McDavid. Les preuves d'ADN étaient irréfutables. Il n'y avait qu'une chance sur 5 milliards qu'Arthur Beaumar ne soit pas la personne ayant fourni cet ADN trouvé lors de l'autopsie. C'est donc sur cette preuve que toute notre enquête reposait. En outre, on a pu démontrer que c'était la voiture qu'il conduisait qui avait causé les brûlures sur le corps d'Amy. Et l'on a trouvé le sang de la jeune femme sur la portière de son auto. Quant aux pneus de la voiture de Beaumar, ils avaient laissé des traces sur la scène de l'enlèvement. Cela suffit à convaincre le jury. Le 1er octobre 1998, Arthur Beaumar fut reconnu coupable d'enlèvement, de viol et de meurtre au premier degré. On l'a condamné à mort. La famille d'Amy s'est battue pour que les lois soient changées et que les délinquants restent derrière les barreaux. Mais ces lois n'ont pas été votées assez vite pour sauver une famille en Illinois. Aroma Park est situé à 1 heure au sud de Chicago. Par un après-midi de 1995, Micah Moulton s'inquiéta de ne pas voir son fils, Christopher, de 10 ans, revenir de la pêche à 17 h comme prévu. Elle eut vite la terrible impression que quelque chose de grave lui était arrivé. Je me suis levée et j'ai regardé l'heure. Il était 17h22. J'ai tout de suite su qu'il fallait que je parte à sa recherche. Je devais le retrouver au plus vite. Après avoir demandé à ses autres enfants de rester à la maison au cas où Christopher rentrerait, Micah se rendit à la rampe de mise à l'eau de la rivière Kankakee, où Christopher avait l'habitude d'aller pêcher. Après plus d'1 heure de recherche, Micah appela le bureau du shérif de Kankakee County. Le shérif adjoint Brad O'Keefe fut inquiet quand il apprit où l'enfant avait été vu pour la dernière fois. Le courant de cette rivière est très puissant. Beaucoup de gens perdent pied et disparaissent dans ces eaux. Elle est très dangereuse. Micah décrivit Christopher au policier Rich Burns. Elle s'était déjà assurée qu'il n'était pas chez ses amis. Personne ne l'avait vu depuis 16h30 à la rampe de mise à l'eau. C'était très inhabituel de sa part de ne pas rentrer à la maison à l'heure. Nous savions qu'il était important de mettre les recherches en branle le plus tôt possible. Christopher Myers. He's 10 years old. J'ai dit alors que j'allais dans les bois pour le chercher. Il m'a dit « Attendez un peu ». Il a ensuite fait quelques appels par radio et la première chose que j'ai su, c'est que des unités canines et des équipes de recherche, en plus des gens du service des incendies, allaient se joindre à nous. On ne savait pas s'il était tombé dans les eaux de la rivière ou s'il s'était simplement perdu. On fit appel à toutes les ressources disponibles sans attendre une seconde de plus. Tous les postes de police avoisinants nous ont envoyé des effectifs. De plus, des pompiers d'Aroma Park et de Kankakee se sont joints aux recherches. Des bateaux fouillaient les eaux de la rivière, et dès que les habitants ont su ce que nous faisions, ils se sont portés volontaires en grand nombre. Chaque équipe de recherche reçut les informations requises, notamment la description de Christopher, ce qu'il portait, son vélo. Les membres des équipes ne devaient toucher à rien de ce qu'ils trouveraient.
Les indices seraient exclusivement recueillis par des experts judiciaires formés pour ce genre de travail. Call Detective Bertrand. We're going to process it and handle it as evidence. Detective Bertrand will come up and collect it. All right? Il fallait que les gens travaillent de façon méthodique tout au long des recherches. Mon assistant s'assurait de savoir ce qui se passait et où était rendue l'équipe de recherche. Le personnel du service des incendies vérifia le cours d'eau et ses rives. Des chiens tentaient de trouver l'odeur du garçon. Tous priaient pour que l'on retrouve Christopher au plus vite. Les enquêteurs interrogèrent tous ceux qui se trouvaient à la rampe de mise à l'eau. Did you see Christopher Myers? Yes, miss. What did you guys see? Tell me everything you saw. Deux garçons déclarèrent qu'ils avaient vu Christopher avec un homme cet après-midi-là. Voici la directrice des services administratifs, Joe Mulcahy. L'homme avait un coffre de pêche et dans ce coffre, il y avait des appâts qui n'étaient pas appropriés au type de pêche à cet endroit. C'était des appâts pour des poissons d'eau de mer. L'homme leur a dit qu'il était originaire du secteur, mais il a ajouté qu'il venait d'arriver de Floride. Les garçons déclarèrent qu'il y avait un couteau de pêcheur dans le coffre avec les appâts. Ils avaient vu Christopher partir avec l'homme. Ils purent donner une description sommaire de l'individu. Un homme blanc de grande taille, avec une moustache. Nous craignons qu'il ne s'agisse d'un cas d'enlèvement. Personne ne se coucher. Des policiers ont pris des appels toute la nuit. Il y avait des gens qui fouillaient les bois. On a dû ratisser cette forêt au moins 20 fois dans l'espoir d'y trouver quelque chose. Mais ce fut peine perdue. Les chaînes de télévision locales firent état de la disparition de Christopher et de l'homme avec qui on l'avait vu pour la dernière fois. On demanda l'aide du public. Au centre des opérations d'urgence du bureau du shérif, des policiers et des volontaires prirent les appels. De nombreuses personnes fournissaient des informations sur d'éventuels suspects. Les enquêteurs suivirent toutes ces pistes pendant qu'on poursuivait les recherches et que les pompiers ratissaient le lit de la rivière. Plus de 18 heures s'étaient écoulées sans signe de Christopher. Puis, le lendemain matin, les équipes de recherche aperçurent quelque chose dans l'eau. Il s'agissait d'une chaussure de course pour enfants. Mika l'identifia. C'était celle de Christopher. On a trouvé son soulier dans l'eau. Comme les chances qu'on trouve autre chose étaient grandes, on a intensifié nos recherches. Des équipes de plongeurs se mirent à la recherche de l'enfant et de son vélo. Je pouvais entendre les gens en parler et se demander si on avait des nouvelles, si on avait trouvé le corps. À quelques reprises, j'ai perdu la tête et j'ai dit, ils ne trouveront pas de corps, ils vont plutôt ramener Christopher à la maison. J'essayais de rester positive. Il m'était tout simplement impossible d'imaginer qu'il ne reviendrait pas chez nous. Tous ceux qui cherchaient Christopher refusaient tout autant d'abandonner. Le garçon se trouvait là, quelque part, et on allait le ramener à la maison. Christopher Meyer, âgé d'à peine 10 ans, avait été vu pour la dernière fois en compagnie d'un inconnu près de la rivière Kankakee, à Aruma Park, en Illinois. Les enquêteurs ignoraient si l'enfant s'était fait enlever ou s'il était tombé dans les eaux de la rivière où l'on avait trouvé l'une de ses chaussures. Mika Moulton est la mère de Christopher. Je me suis dit que tout irait pour le mieux et que je finirais par me sortir de cet horrible cauchemar. Pour moi, ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais c'était bien réel. Le deuxième jour des recherches, une équipe aperçut quelque chose. C'était le vélo de Christopher. On aurait dit que quelqu'un l'avait transporté le plus loin possible en forêt pour qu'on ne le trouve pas, comme s'en souvient le shérif adjoint Brad O'Keefe. C'était d'autant plus grave qu'on ne cherchait plus un enfant égaré. On ne cherchait pas non plus un enfant qui s'était noyé. Maintenant, les policiers savaient que quelqu'un avait enlevé Christopher.
De nombreux témoins déclarèrent avoir vu le garçon pousser sa bicyclette en compagnie de cet homme qui portait une moustache. À un moment donné, ils avaient aussi aperçu l'homme debout devant le coffre d'une berline grise. Des cannes à pêche étaient visibles par la lunette arrière de sa voiture. L'homme avait un couteau de pêcheur dans un étui de cuir qui dépassait de la poche arrière de son pantalon. Certains témoins oculaires aidèrent un dessinateur à dresser le portrait robot du suspect. Les enquêteurs transmirent ensuite le portrait aux médias pour qu'il soit diffusé. Une fois qu'on a fait diffuser ce croquis, tous les gens avaient un suspect en tête. On a donc reçu de nombreuses suggestions de noms. Les policiers vérifièrent toutes les informations reçues par téléphone. On leur montrait le portrait robot en leur demandant de nous dire qui c'était. Un nom fut mentionné plus que tous les autres, celui de Timothy Bass. Comme Mick Hamilton ne vivait dans cette ville que depuis peu, elle n'avait jamais entendu ce nom. Je me rappelle avoir entendu de nombreuses personnes dire « Timothy Boss, oh mon Dieu, je ne peux pas croire qu'il est en liberté. » J'ai fini par demander « Mais qui est ce Timothy Boss ?» Mais personne n'a voulu me répondre. Les enquêteurs, eux, connaissaient tous Bass. En 1981, il avait enlevé et assassiné une fillette de 5 ans dans la ville voisine de Bradley, en Illinois. Il avait été reconnu coupable et condamné à 25 ans de prison. Il avait toutefois été remis en liberté conditionnelle depuis peu. Le lieutenant Larry Osenga de l'escouade des crimes violents de la police de Kankakee offrit l'aide de son escouade. Les membres se rendirent dans l'ancien quartier de Boss pour interroger ses voisins. Les voisins ont confirmé que Bass était libre. La police de Kankakee apprit que Boss vivait depuis peu à Joliet, en Illinois, une banlieue à l'ouest de Chicago. Le lieutenant Osenga appela la police de Joliet, qui accepta de jeter un coup d'œil à l'appartement de Bass. Le service de police de Joliet nous a aidés. Nous sommes allés chez lui, mais il n'était pas là. Les agents de Joliet attendirent son retour. À Aroma Park, on poursuivit les recherches pendant une autre nuit exténuante. Puis, 2 jours après la disparition de Christopher, l'unité de surveillance de Joliet aperçut un individu s'approcher de l'appartement de Bass. Cela semblait bien être lui. Il était seul. La police de Joliet entra en contact avec les agents de Kankakee, qui se rendirent immédiatement sur place. Ils allèrent à l'appartement. Mais ils n'eurent pas de réponse. L'endroit semblait désert. Une voisine dit alors aux policiers qu'elle avait vu Bass sortir par la porte de derrière. Il s'était enfui de son appartement, avait sauté dans sa voiture les phares éteints et il était parti à toute vitesse. On a dressé un périmètre de sécurité et l'on s'est mis à sa recherche, mais sans succès. Dans l'appartement, on ne trouva aucune trace du garçon. Un avis de recherche fut lancé à tous les services de police de la région métropolitaine de Chicago avec une description de Timothy Bass et de sa voiture. Des gens avaient reconnu l'homme du portrait robot. La réceptionniste d'un motel de Brentwood appela pour dire qu'elle croyait que Bass avait loué une chambre chez elle. La police de Kankakee dépêcha le policier Brady Bertrand à ce motel situé à 40 km au sud de Joliet. Vers 8 heures du matin, Bass est sorti de sa chambre. Il s'est rendu directement vers la benne à ordures dans le stationnement du motel pour y jeter des bottes. Le policier demanda des renforts par radio. Puis, il prit le suspect en filature. Il a commencé par emprunter l'autoroute 55 en direction du nord, soit vers Chicago. Et peu de temps après, il est sorti de l'autoroute pour se diriger vers Wilmington.
Il s'est arrêté au bord de la rivière et il a discuté avec des pêcheurs qui se trouvaient là. Le policier attendait l'arrivée de renforts. Pendant ce temps, les détectives Ron Kinman et Randy Hartman de Kankakee County se rendirent au motel de Brentwood pour y recueillir les indices. On a récupéré les bottes. On ne savait pas si on pourrait en tirer des indices, mais ils les avaient sûrement jetées là pour une bonne raison. On les a protégées. Il pouvait y avoir du sang dessus, des cheveux ou des fibres. On envoya les bottes au labo pour analyse. Les policiers de Kankakee espéraient pouvoir faire parler Buss. Il était très agité et semblait vouloir déguerpir, mais il ne pouvait aller nulle part. Au début, le suspect fut évasif. Il refusait de parler. Il finit toutefois par accepter d'aller au bureau du shérif de Kankakee pour y répondre à quelques questions. Au poste, Buss nia savoir quoi que ce soit à propos de Christopher Meyer. Son avocat arriva ensuite pour discuter de la requête de l'enquêteur de faire fouiller l'auto de Buss. Malgré les mises en garde de son avocat, ce dernier signa le formulaire de consentement. Au garage de la police, les détectives Hartman et Kinman fouillèrent la voiture du suspect. À titre de détective de scène de crime, nous reconstituons la suite des événements. Si l'on fait correctement notre travail, on va trouver des indices qui nous raconteront cette histoire. Dans le coffre de la voiture, ils trouvèrent un marteau à inertie qui semblait taché de sang. Il y avait aussi un démonte-pneus et un coffre de pêche comme celui décrit par les garçons qui avaient vu Christopher pour la dernière fois. Il ne contenait pas de couteau de pêcheur. En sortant les outils un à un, on a constaté qu'il y avait dans le fond du coffre une importante quantité de sang. C'était une découverte pénible, mais déterminante. Si l'on devait découvrir qu'il s'agissait bien d'un homicide, on devrait prouver que cet homme et le garçon avaient été ensemble. Dans la voiture, les experts découvrirent un marteau. Il y avait de la terre entre les dents de ce marteau. Cela nous indiquait qu'il pouvait avoir servi à creuser dans le sol. Sur le siège du passager, les experts recueillirent de nombreux cheveux. Comme les autres indices, ces cheveux seraient envoyés des scientifiques au laboratoire judiciaire de l'Illinois. Un homme était en détention provisoire et l'on disposait d'indices qui laissaient croire qu'un meurtre avait été commis. On ne savait toujours pas où était Christopher, s'il était blessé et perdait du sang. On espérait le trouver caché dans un chalet ou près de la rivière. On n'a jamais perdu espoir de le retrouver en vie. En 1995, à Kankakee County, les enquêteurs de l'Illinois étaient à la recherche de Christopher Meyer, âgé de 10 ans, qui avait été enlevé alors qu'il était à la pêche. Les techniciens avaient trouvé du sang, des cheveux et un marteau couvert de terre dans la voiture de Timothy Buss, qui avait été vu avec Christopher le jour de sa disparition. Les autorités arrêtèrent Buss et l'accusèrent d'enlèvement avec circonstances aggravantes. Celui-ci refusa de coopérer. Au laboratoire judiciaire de l'État de l'Illinois, William Frank, le coordonnateur des recherches génétiques, examina les indices recueillis dans le coffre de la voiture de Buss. Il comparerait ensuite le sang sur les outils au profil génétique de Christopher obtenu à partir de ses parents, ainsi qu'au profil probable du garçon. Nous avons établi le profil avec l'aérosol pour inhalation que l'enfant asthmatique utilisait. Après avoir recueilli des échantillons à partir de l'aérosol et prélevé du sang des parents de l'enfant, Frank dressa le profil génétique de Christopher. Le profil obtenu à partir des parents correspondait à celui obtenu grâce à l'aérosol. Il
compara ensuite ses résultats au profil du sang trouvé dans la voiture. J'ai comparé le profil que j'avais obtenu grâce à l'aérosol à celui tiré des taches de sang dans la voiture du suspect. Et j'ai pu constater que les deux étaient identiques. Les enquêteurs nourrissaient toujours l'espoir de trouver le garçon en vie. Voici le shérif Bernie Thompson de Kankakee. Après avoir mis Timothy Boss en détention, nous étions toujours à la recherche de Christopher. On espérait qu'il soit encore en vie. Quelques jours plus tard, une équipe de recherche dont faisait partie le shérif enquêteur Kenneth Bunton trouva un caleçon et un peu plus tard une canne à pêche et un morceau de t-shirt. On a appelé l'enquêteur Mulcahy pour lui donner la description des effets trouvés et on lui a demandé de vérifier auprès de la mère du garçon disparu. La mère a pu confirmer qu'ils appartenaient bien à son fils. 3 jours plus tard, dans le parc d'État de Kankakee, à Will County, des policiers firent une découverte qui allait mettre un terme final aux recherches. Sous un panneau de contreplaqué partiellement enterré se trouvait le corps d'un jeune garçon. Il avait été poignardé à plus de 50 reprises avec un couteau à lame mince. C'était Christopher. Les experts recueillirent une motte de terre sur laquelle il y avait une empreinte de semelle. Ils prirent également des échantillons de sol. L'expert en cheveux et en micro-indices, Ralph Meyer, compara les cheveux trouvés dans la voiture de Timothy Bass à ceux de Christopher sous un microscope. On examine d'abord l'apparence générale, la longueur, la distribution de la pigmentation, la structure du cheveu, les corps ovoïdes. Les cheveux étaient identiques en tout point. Par la suite, le géologue Ken Knight examina les échantillons de sol prélevés sur le site de la tombe et les compara à la terre trouvée sur le marteau. On a tenté de déterminer si l'échantillon de provenance connue avait des traits communs avec celui de provenance inconnue. Y avait-il le même nombre de cristaux, de particules minérales? Ces particules étaient-elles de la même couleur? Les matières végétales étaient-elles les mêmes? De nouveau, la concordance était parfaite. Le fait qu'on ait trouvé sur ce marteau de la terre identique à celle près de la tombe indiquait que l'outil avait bel et bien servi à creuser cette tombe. Sur le site, on avait également trouvé une empreinte partielle de bottes. L'expert judiciaire Robert Hunton compara les semelles des bottes que Boss avait jetées au motel à l'empreinte. J'ai fait un moulage de la portion de la semelle de la botte qui avait des motifs semblables à ce qu'on avait trouvé sur le sol. Je les ai comparés côte à côte et j'ai pu en conclure que cette empreinte avait pu être laissée là par cette petite portion de la botte droite. Les enquêteurs espéraient fournir des preuves encore plus accablantes grâce aux analyses génétiques. William Frank compara des échantillons obtenus à partir du fémur de la victime aux indices dont il disposait déjà. Le profil génétique tiré du fémur correspondait aux marqueurs génétiques obtenus à partir de l'aérosol de l'enfant. Il correspondait également aux taches de sang trouvées dans la voiture du suspect. Les pièces à conviction prouvaient que Timothy Bass avait enlevé Christopher Meyer. Il a violé l'enfant, l'a poignardé à plusieurs reprises avant de l'enterrer dans les bois. Bass a été reconnu coupable d'enlèvement et de meurtre et il a été condamné à mort. Sa peine a été commuée en sentence d'emprisonnement à vie en janvier 2003. Mais cette fois-ci, il n'est pas question qu'il soit remis en liberté conditionnelle. Voici la mère de Christopher, Micah Moulton. La colère, la tristesse et la douleur. Toutes ces émotions m'ont envahi. Mais je sais que je peux me servir de la situation d'une façon positive pour changer les choses. Je veux que les lois soient modifiées. J'ai participé au lobby pour que l'on ne donne pas de seconde chance aux meurtriers, aux violeurs, aux abuseurs d'enfants. On appelle cette loi la loi d'Amy. La loi a été nommée ainsi à la suite du meurtre de l'étudiante Amy Willard. Elle vise à empêcher de remettre en liberté conditionnelle les criminels les plus violents.
Le Congrès américain l'a adopté en l'an 2000.